Oh non, je crois que je suis plutôt une superstition. Une superstition internationale à présent, oui. Une vie, une œuvre. Jorge Luis Borges. Allusion à une ombre de 1890 et quelques. Je n'ai pas d'œuvre, ce ne sont que des fragments, ce ne sont que des brouillons auxquels je me suis resigné. Je n'ai pas une œuvre, je imite un peu de tous les autres écrivains. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu célèbre. Je suis enfin très content, très étonné, ébahi, en fait, non? Ça me semble tellement drôle. Une matinée proposée par Laurence Cosset et Jean-Claude Loiseau. Étant aveugle, Oui. il y a 84 ans, étant capable de lire, d'écrire aussi, je ne peux que dicter, il ne me reste que le voyage et je suis sûr de sentir le pays, quoique je ne le vois pas. Oui. Mais je m'en fais des images sans doute fausses, mais j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup sentir les pays. Et puis, pour un Américain, surtout pour un Américain du Sud, enfin, se sentir à Paris, c'est une félicité, non? Un bonheur, non? Vous avez une tendresse particulière pour Paris et pour la France? Oui, sans doute. Et aussi, pourquoi pas, je suis un vieux collégien genevois, pour Genève aussi, oui. Oui. Parce que j'ai fait mon bachelor à Genève. Oui. C'était pendant la première guerre. Alors, nous sommes arrivés en 1914, restés jusqu'en 1921. Oui. Alors, mon adolescence, ma jeunesse, tout cela, je ne vois, non? Et puis vous avez dit que vous avez une goutte de sang français. Oui, mais très lointain. C'est des sang était normand. Oui. Le nom, c'est assez connu, je crois. Ça fait normand, évidemment. C'était Bettencourt. Oui, c'est un nom très connu. Oui, il y a eu un Bettencourt qui était roi des îles Canaries. Tout à fait. Oui, c'est ça. Les îles s'appellent comme ça, pas à cause des oiseaux, mais à cause des chiens. Parce qu'en latin, on dit canis. Oui. Donc il y avait beaucoup de chiens. Il en reste encore quelques-uns dans les îles. Alors on s'appelait îles Canaries. On ne pensait pas aux oiseaux, on pensait aux chiens. Et vous avez donc un lointain ancêtre qui était roi des îles Canaries. Bon, je ne sais pas si c'était lui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On change le passé, si c'est mal, le passé est tellement plastique. Pourquoi pas descendre d'un roi de Canaries? Ça fait pittoresque en tout cas. Et le passé, si facilement modifiable, c'est le présent qui est opiniâtre, non? C'est difficile de modifier le présent. Oui. Mais le futur, oui, c'est un peu lointain, alors on le fait comme l'on veut. On est facilement futuriste. Et quant au passé, il n'est que peut-être notre mémoire du passé. Donc on le change. On le change tout le temps. Surtout dans les généalogies, qui sont un des genres de la littérature fantastique. En anglais, on dit « It's a wise child that knows its own father ». Savant l'enfant qui sait qui est son père. Alors savant quelqu'un qui sait qui est son grand-père ou son arrière-grand-père. Tout cela sont des hypothèses, non? Victor Bianciotti, vous êtes un proche de Borges, littérairement, intellectuellement, peut-être spirituellement, vous le connaissez très bien. Vous êtes aussi actuellement le maître d'œuvre de l'édition de son œuvre dans la Pléiade. Tout le monde connaît la règle du jeu de cette collection, c'est tout sur un auteur.
Or Borges, qui est un amoureux du mystère et un grand maître de l'illusion, de la prestidigitation, est-ce qu'il s'est prêté à ce tout sur lui? Il pense que sa vie ne compte pas. Il est resté en cela fidèle à l'une de ses croyances qu'il avait trouvée très bien exprimée chez Valéry, quand Valéry dit que l'histoire de la littérature pourrait être écrite sans qu'un seul nom d'auteur soit mentionné. Mais c'est la grande contradiction de Borges, non? C'est-à-dire prôner l'impersonnalité et devenir célèbre à cause d'une excessive, si on peut dire, personnalité. Alors le paradoxe se résout dans la mesure où Borges dit lui-même qu'il est né dans une bibliothèque, qu'il y a vécu, et je le cite, il dit « Il m'arrive de penser que je ne suis jamais sorti de cette bibliothèque ». Ce qui fait que la vie et l'œuvre coïncident. Il a écrit sur les bibliothèques, il a vécu dans une bibliothèque, il est une bibliothèque. Je crois qu'on ne peut pas douter quand on le connaît. Vraiment, il n'a jamais sorti de la bibliothèque, mais il n'en sort jamais. C'est-à-dire que pour lui, tout est référence littéraire, tout est plaisir de la littérature. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi continuellement en contact de plaisir avec les mots, et avec les mots, surtout les mots des autres, ou les mots d'une langue, c'est-à-dire à la racine, l'étymologie. C'est quelqu'un qui pense sa douleur, ses ennuis, ses bonheurs, la chose qu'il est en train de manger, tout en un mot. Alors peut-être pour passer rapidement en revue cette vie, on peut dire que Borges, enfant, a été un érudit. C'est assez extraordinaire quand il parle de son enfance. On imagine l'enfant pétri de culture, déjà bilingue, peut-être trilingue rapidement, puisqu'il vient en Europe à 15 ans, en 1914. Oui. Et très jeune aussi, il a clairement conscience de sa vocation, sinon d'écrivain, en tout cas de grand lecteur, en tout cas de littéraire. Et dès son séjour en Espagne, il a 19-20 ans, il rencontre les poètes d'avant-garde, c'est sa période ultraïste qu'il a ensuite rejetée. Mais l'ultraïsme, c'était la volonté de créer des métaphores inédites. C'est contre quoi il va se révolter, parce qu'il dit que les bonnes métaphores sont celles qui rappellent les analogies justes dans la nature. Ce sont les vieilles métaphores, c'est le sommeil et les rêves, c'est la rose et les joues d'une femme, c'est les fleuves et la vie. Les lieux communs. Mais oui, les lieux communs, renouveler les lieux communs. Alors que l'ultraïsme, c'était la volonté de que tout fût métaphore, et métaphore étonnante. Alors, il rentre en Argentine, on est en 1921, et là, il continue sur cette lignée ultraïste. Oui, il continue sur la lignée ultraïste, et puis il découvre, vraiment, je crois qu'il découvre vraiment la beauté de la prose de Quevedo. Dont il dira à juste titre que Quevedo est un des plus grands écrivains, sinon le plus grand de la langue espagnole, et que c'est une gloire très confidentielle, puisqu'il n'est pas célèbre dans aucune littérature, parce qu'au fond, Quevedo écrivait admirablement sur des choses dont il n'avait pas la moindre conviction. Et c'est très juste, non? Il découvre Quevedo, et alors il découvre le baroque espagnol. Et il se lance dans des essais qui sont déjà ses curiosités, comme on peut le lire dans Enquête, déjà, et qu'il va interdire par la suite, et dans une prose absolument alambiquée. Et quel cas en faites-vous de ces essais dans l'édition de la Pléiade? Vous les retirez? Je crois qu'il faut les retirer parce que c'est sa volonté, mais de toute façon, il va expliquer dans sa préface, ou nous allons expliquer dans de notes critiques pourquoi on le retire, et on va donner en tout cas des fragments. C'est vrai d'ailleurs, c'est intéressant, même à contrario, de lire l'emphase qui reste. C'est assez extraordinaire. Il y a là des phrases qui sont aux antipodes de ce que Borges a écrit par la suite. Je cite un poème qui s'appelle « À l'horizon d'une banlieue », qui commence « Pampa, je ressens ton ampleur qui creuse les faubourgs, et mon sang coule à tes couchants. Pampa, je t'entends aux tenaces guitares sentencieuses ». C'est extraordinairement laborieux. Et quand on sait ce qu'est devenu Borges par la suite, et c'est intéressant d'ailleurs de savoir qu'il est venu de là à... Oui, remarquez qu'il pourrait écrire encore aujourd'hui la guitare sentencieuse, mais il ne ferait pas cette accumulation. Jorge Luis Borges, la guitarra. He mirado la pampa en un traspatio de la calle Sarandí, en Buenos Aires. Cuando entré no la vi. Estaba acurrucada en lo profundo de una brusca guitarra,
solo se desmelenó al entreverar la diestra las cuerdas. No sé lo que asusaban, a lo mejor fue un triste del norte, pero yo vi la pampa. Vi muchas brazadas de cielos sobre un manojito de pasto. Vi una loma que arrinconan quietas distancias mientras leguas y leguas caen desde lo alto. La vi también a ella, cuyo recuerdo aguarda en toda música. Hasta que en brusco cataclismo se allanó la guitarra encabritada y estrújome el silencio y hurañamente volvió el vivir a estancarse. Alors à ce moment-là aussi, retourné en Argentine, il est très lancé dans le milieu littéraire, c'est-à-dire qu'il est inconnu du grand public, mais très connu d'un certain public et déjà considéré comme un écrivain remarquable. Bon, vous savez, il y avait cette revue qui s'appelait Sur, fondée en 1931 par Victorio Campo, Oui. et alors il est connu dans un tout petit milieu, c'est-à-dire qu'il était toujours très pauvre, Oui. Borges, alors il a dû travailler. Et il s'est mis à publier dans un journal du soir, mais vraiment bien plus sensationnaliste que François. Comment s'appelait ce journal? Critica. Oui. Il s'est mis à publier des faux faits divers. Et un jour, il les a réunis. C'était, je crois qu'en 1936, il les a réunis. C'était Histoire universelle de l'infamie. Et il y a une réunion dans cette revue Sur, et il y a pas mal de gens parce qu'on fête la sortie de ce livre. Et alors, il est très timide et il met un exemplaire dans la poche des manteaux de ses amis. Et il a su au bout d'un an qu'on avait vendu 37 exemplaires. Et alors, ça lui semblait humain parce que 37 personnes, il pouvait le rencontrer, elle pouvait lui parler de ses livres. Alors que quand il a atteint ce grand tirage de 5000 exemplaires, ça lui semblait une multitude, une foule. Abstraite. Abstraite, oui. Il pleut. Dans quel passé, sur quelle cour de Carthage tombe aussi cette pluie? Quand j'étais un jeune homme, je pensais que personne ne lirait ce que j'écrivais. Alors j'écrivais avec impunité. Et après ça, non, je vois que j'ai des amis un peu partout. On me prend au sérieux. Je serai, oui, docteur à Cambridge. Enfin, je suis docteur honoris causa de Sorbonne. Et tous, oui, bien d'autres universités. Ils sont l'université de Tulane, en Louisiane, et l'université de Tucumán, la République argentine, un peu partout. Je suis tellement étonné. Je suis aussi docteur honoris causa de l'université de Crète. L'université est toute nouvelle, est tout près du labyrinthe. Oui. Je suis revenu au labyrinthe d'une façon ou d'une autre. Oui. Mais j'aime tellement voyager, me sentir entouré d'amis inconnus dont je ne peux pas, enfin, tristement pour moi, voir le visage. Il faut que j'imagine tout cela. Oh, je ne l'imagine pas. J'écoute les voix et chaque voix est tout aussi personnelle qu'un visage, évidemment. Oui. Tout le monde sait qu'il est aveugle. Mais ça ne compte pas. Parce que, comme on le sait aussi, c'est un homme qui a un immense répertoire. On dit ça plutôt des chanteuses, mais c'est une anthologie vivante de toute la littérature mondiale. Et pas seulement. C'est quelqu'un qui peut vous parler aussi bien du visage de Garbeau que d'une chanson de Piaf. Il peut fredonner quelqu'un d'extrêmement vivant. Et enfin, en même temps, on sait que c'est un peu Homère qu'on a devant soi, mais si je vous disais que vous allez passer un quart d'heure avec Homère, vous seriez bouleversé au bout d'une seconde. On oublie que c'est Homère, mais c'est quand même Homère. François-Marie Bagné, écrivain. Et ça le fait rire, cette espèce de mythe qu'il est devenu. Et quand il dit « j'ai été inventé par Roger Caillois », il le dit avec pas une sorte de mépris, mais avec une sorte de rire.
une peau très blanche. Il ressemble un peu à ces ambassadeurs ou ces gens du Quai d'Orsay qu'on imaginait il y a une trentaine d'années, un peu raide, qui se tient droit, il tient son bâton noir que lui ont donné des étudiants à Dublin, je crois. Des cheveux blancs, très blancs. Une espèce de physique très extraordinaire qui tient comme ça face aux gens, ces longues oreilles, ses yeux bleus quand même, ce long nez fin, cette bouche presque sans lèvres, avec ses dents fortes de requin. Oui, puis il y a une fragilité, il y a un frémissement, je dirais une féminité, il serait furieux, mais non, parce que je ne sais même pas qu'on parle de lui. Quand il vous demande si vous aimez Walt Whitman, il vous explique que Walt Whitman est extraordinaire comme poète pour sa cadence, et que c'est un poète qu'on peut traduire en français, en russe, en japonais, et que toujours la cadence est extraordinaire, quelle que soit la traduction, ce qui n'est peut-être pas vrai parce qu'on ne va pas vérifier, mais il vous le récite dans toutes les langues. Alors la grâce, c'est ça, c'est que vous faites la grâce de Borges, c'est qu'il vous fait la grâce de vous faire croire que vous êtes aussi cultivé que lui, aussi intelligent, que vous avez autant de distance par rapport au grand drame d'être aveugle, au grand drame de la vie, à cette chose incroyable qu'est écrire quand même. Je crois que quand on est très intelligent, si on n'a pas été élevé comme ça, on devient courtois. Peut-être qu'il a toujours été, comme beaucoup d'Argentins, poli. Et cette politesse fait partie d'une sorte d'éthique qui, toute la vie est pour lui à partir du moment où on sort de ses drames, de ses ennuis. Il se plaint jamais. On lui lit. La dernière fois qu'il est venu à Paris, il venait de lire L'homme qui rit, je crois. Et alors, ce qui est très très difficile à suivre, mais qui est extraordinaire, c'est quand il vous explique un mot, l'étymologie, d'où il vient, pourquoi au XVIe siècle on le prononçait de cette manière, ce qui signifie. Enfin oui, c'est quelqu'un d'immense. Il travaille encore beaucoup. Oui, il dicte des nouvelles, il va dans le monde entier. Et un jour, il était au milieu des États-Unis avec Maria Kodama, qui l'accompagne, sa traductrice. Et elle lit dans une revue qu'on fait des voyages en montgolfière. Et Borges lui a dit pourquoi on n'irait pas. Ils ont téléphoné à l'agence. 2 jours plus tard, c'était à 500 ou 600 km de là, ils ont pris immédiatement l'avion. Pas l'avion, le train ou la voiture, je ne sais plus. Ils sont arrivés in extremis pour monter à 6 heures du matin dans cette montgolfière. À 85 ans, quand on est aveugle. C'est drôle, les aveugles sont très forts, dans le fond, quand ils sont forts. Regardez Arletty. L'humour d'Arletty, l'humour, le grandiose, et le courage de cette femme. Et peut-être qu'un grand malheur vous donne une forte philosophie. Alors déjà, quand on a un don comme l'un ou l'autre on devient un personnage tout à fait splendide. Mais c'est extraordinaire parce que je l'avais accompagné au Collège de France quand il avait fait cette séance d'ouverture. Michaud était venu le voir, Sioran, tous ces grands oiseaux qui ne sortent jamais. Et une dame lui dit, Monsieur Borges, j'ai traversé la France entière pour vous voir. Vous savez, ce que vous écrivez est à pleurer. Il s'est tourné vers elle et lui a répondu à pleurer de bêtises. Voilà ce que vous appelez peut-être la farce chez lui. El otro tigre. L'autre tigre. Pienso en un tigre.
J'imagine un La tigre. penumbra exalta la vasta La biblioteca pénombre laboriosa exalte la vaste y parece bibliothèque alejar los travailleuse anacales. et paraît éloigner les Fuerte, rayonnages. inocente, Puissant, innocent, ensangrentado y sanglant et nuevo, neuf, él irá por il su ira selva par sa y su forêt et mañana son matin. y marcará su rastro en la Il limosa imprimera son margen de un empreinte río dans la cuyo boueuse nombre rive d'un fleuve ignora. dont il ignore le nom. En su mundo no hay Dans son nombres, univers, il ni n'y a ni pasado, nom, ni ni passé, porvenir, ni avenir, solo un rien instante que l'indubitable instant. y salvará las Il bárbaras franchira les distancias distances barbares y husmeará et en el humera dans le trenzado labyrinthe laberinto de los tressé olores des odeurs, el olor l'odeur de del alba, l'aube et el l'odeur olor délectable des delectable proies. del venado. Parmi Entre les las raies des rayas del bambous, je bambú, déchiffre descifro serrés. sus rayas Je y presiento la pressens osatura l'ossature bajo sous la piel peau splendide espléndida qui que frissonne. tendrá. En vano se En vain interponen s'interposent los les mers convexos convexes mares et los les déserts de la desiertos del planète. Desde esta casa de un remoto Depuis puerto de cette América demeure del d'un Sur, port lointain de te l'Amérique sigo du Sud, y sueño, je te oh suis tigre et te de las rêve, márgenes del Ganges. tigre des rives du Gange. Cunde la tarde en mi alma y reflexiono Le soir que el s'étend tigre sur mon âme, vocativo de mi verso et je réfléchis es un que le tigre de tigre vocatif símbolos de mon poème y sombras, est un tigre de una serie de symboles et tropos d'ombres, literarios, une série de memorias tropes de la littéraires enciclopedia, et de souvenirs y no el d'encyclopédie, tigre fatal, et non le tigre la ciaga fatal, joya que le bajo funeste el joyau sol qui, o la sous le diversa soleil luna, ou la lune va changeante, cumpliendo en s'acquitte à Sumatra ou au Bengale de sa routine d'amour, de paresse et de y de mort. muerte. Al tigre de los símbolos Au tigre symbolique, he je opuesto viens el d'opposer le verdadero, véritable, el au del sang brûlant, caliente sangre, celui el qui que diezma décime la les tribu de troupeaux los de buffles, búfalos y hoy, et qui, 3 de agosto aujourd'hui, de 59, 3 août alarga en la pradera 1959, una pausada projette sur sombra, la prairie pero une ya ombre lente. el hecho de nombrarlo Mais y de déjà de seulement le conjeturar nommer et de su conjecturer son circunstancia existence lo le hace fait fiction de ficción l'art arte, et y non no créature criatura vivante viviente de las que andan de celles por qui la vont tierra. par la terre. Un Nous tercer tigre chercherons un troisième buscaremos. tigre. Este será como los Celui-ci otros, sera, una comme forma les de précédents, ensueño, une forme de un mon sistema de rêve, palabras une humanas suite de mots y no humains el tigre et non vertebrado le tigre que vertébré más allá de las qui, au-delà des mitologías, mythologies, pisa foule la le sol. tierra. Je le sais. Bien lo sé. Pero algo me Mais quelque impone chose me esta contraint à aventura cette aventure indefinida, infinie, insensata insensée y et ancienne, antigua. et je Y continue à persevero chercher en tout le temps buscar que por dure el le soir tiempo de la tarde el l'autre otro tigre, tigre, el que celui no qui n'est pas está dans en le el poème. verso. Il passe des heures seul et il attend. Il n'exige pas, il n'a pas de secrétaire. Il préfère travailler avec des amis au hasard. Comme ça, quand un ami vient ou quand une amie, de préférence, il préfère les femmes qui l'écoutent. Mais il travaille dans la solitude, il compose dans la solitude grâce à sa mémoire. Non? Grâce à ses mémoires. Pierre Bourgeade, nous sommes au Théâtre du Rond-Point où vous répétez. Borges, pour vous, c'est tellement important que vous avez été jusqu'à en faire le personnage d'une de vos pièces. Oui, c'est vrai. J'ai écrit une pièce il y a une dizaine d'années qu'avait montée Georges Lavaudan, qui dirige le Centre national dramatique des Alpes. Ça s'appelait Palazzo Mental et cette pièce était un peu sur la culture. Et les personnages étaient... Il y avait Kafka, il y avait Dante et il y avait Borges. Alors, on est ici non seulement au Théâtre du Rond-Point, mais dans le foyer, dans un café, on peut dire. Et Borges qui passait une partie de sa vie dans les cafés, je crois que c'est très bien de l'évoquer dans cet endroit. J'ai découvert Borges très tard, il y a une dizaine d'années à peine, je crois que j'avais peut-être 45 ans. C'est un auteur, j'en avais entendu parler, mais il me faisait peur. J'étais un peu réticent à l'idée de le lire. Il y avait deux auteurs que je n'avais jamais lus et que je savais qu'un jour je devais lire. L'un c'était Joyce et l'autre c'était Borges. Alors une année, c'est lié à des voyages sentimentaux. Une année, je
Je suis parti en Norvège avec une amie, et là, dans un chalet au bord d'un fjord, j'ai lu Ulysse. Et l'année suivante, je suis parti en Italie, et tous les jours, je changeais de ville, j'étais en voiture, j'allais de ville en ville, et là, j'avais emporté Fiction et l'Aleph. Et donc, j'ai découvert Borges dans un voyage en Italie, dans l'été, je pense, 70 ou 72, en lisant chaque soir dans une ville une des nouvelles de Borges. Alors évidemment, ça a été une découverte qui était tardive, mais qui était un peu foudroyante, parce que j'avais jamais rien lu d'analogue. Et je crois que quand un écrivain ou un lettré découvre Borges, c'est une espèce de coup de foudre, qu'il a un coup de tonnerre plutôt. Surtout pour nous les Français. Je crois que Borges, il méprise pas mal la littérature française, il estime beaucoup la littérature anglo-saxonne et les anciennes littératures, mais il a un certain mépris, je crois, pour la littérature française. Et en effet, en France, on s'attend à ce qu'un grand écrivain soit un auteur qui écrit des livres longs d'abord, puis des livres lyriques, et des livres qui partent d'une certaine expérience. Et Borges, c'est absolument le contraire. C'est des récits très courts, c'est une absence totale de lyrisme, et c'est pas du tout son expérience. D'une part, il a dit « je ne sais rien de moi, je ne connais même pas la date de ma mort ». Et alors une autre fois, il a dit que il était dans un endroit, c'était une bibliothèque, et dans cette bibliothèque, il allait examiner la permutation, l'humble permutation de 26 lettres, c'est-à-dire 22 lettres et puis 4 signes de ponctuation. Évidemment, la permutation de ces 26 lettres, c'est l'ensemble de la littérature, des littératures passées, présentes et à venir, quoi. Et c'est l'homme de ces espèces de raccourcis absolument foudroyants et qui sont sans équivalent, en particulier dans notre littérature. Il me semble que sa grandeur consiste exactement dans ce qu'il abomine. Il abomine l'originalité qu'il appelle une superstition essentiellement moderne. Or, je crois qu'il y a peut-être le précédent de Montaigne, mais je crois que c'est le premier écrivain à écrire de la littérature, à faire de la littérature sur la base de la littérature, sur la base d'une bibliothèque. Sur la base avouée, parce que tout le monde fait ça, mais sur la base avouée. Il y a un moment dans Montaigne, non, où après un voyage, il dit bon, maintenant c'est fini les livres, fini les lectures pour expliquer la réalité, parce que comme dit Lucrèce, et il recommence, non, il retombe. Et je crois que Borges ne peut pas penser sans référence. Je veux dire que les références, le fait qu'un autre écrivain ait dit quelque chose qu'il ressent comme sienne, l'aide à vivre et consolide sa pensée. Il sent qu'il n'est pas en train d'être tout seul dans le monde. Je crois qu'il aime beaucoup l'amitié. Borges tient beaucoup à l'amitié. Et que ces amitiés sont surtout des morts, des hommes qui sont dans des livres, comme le docteur Samuel Johnson, comme Stevenson, comme Conrad, comme De Quincey. Et parfois comme des personnages qu'il traite comme des amis. Oui, je ne sais pas jusqu'à quel point il fait la différence. Dédicace à Leopoldo Lugones. Je laisse derrière moi les rumeurs de la place. J'entre dans la bibliothèque. D'une manière presque physique, je sens le poids des livres, l'ambiance calme d'un ordre, le temps par magie disséqué et conservé. À droite et à gauche, absorbés dans leurs rêves lucides, se profilent à la lumière des lampes studieuses, comme dans l'hypallage de Milton, les visages momentanés des lecteurs. Ces réflexions m'amènent à la porte de votre bureau. J'entre. Nous échangeons quelques mots conventionnels et cordiaux. Je vous donne ce livre. Si je ne me trompe, vous étiez loin de me mésestimer, Lugones, et vous auriez aimé que quelqu'une de mes œuvres vous plût. Cela n'est jamais arrivé. Mais cette fois, vous tournez les pages, et vous approuvez au hasard tel vers,
Peut-être parce que vous y avez reconnu votre choix. Peut-être parce qu'une pratique insuffisante vous importe moins qu'une théorie correcte. À ce moment, mon rêve se dilue, comme l'eau dans l'eau. La vaste bibliothèque qui m'entoure se trouve dans la rue Mexico, non dans la rue Rodrigo Espeña, et vous, Lujones, vous êtes tué au début de 1938. Ma vanité et ma nostalgie ont construit une scène impossible. Assurément, me dis-je, mais demain, moi aussi, je serai mort. Nos durées seront confondues, et la chronologie se fondra en un monde de symboles. Et de quelque manière, il sera juste de prétendre que je vous ai apporté cet ouvrage et que vous l'aurez accepté. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 9 août 1960. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une œuvre qui est difficile, qui est aristocratique, qui est une œuvre de grande culture. Non, difficile, non, je tâche que ce soit facile. Si c'est difficile, c'est par des maladresses. Je tâche, surtout après ça, quand j'étais jeune, j'étais baroque, par vanité ou par modestie, je ne sais pas. Après ça, je tâche d'employer les mots les plus simples, je tâche d'éviter les métaphores, je cherche des lieux communs et je le trouve, hélas, direz-vous, je le trouve tout le temps, oui. Je tâche d'employer un vocabulaire c'est très simple. C'est-à-dire jamais employer un mot qui oblige le lecteur à consulter le dictionnaire. Tandis qu'au commencement, j'étais très baroque. Enfin, quand j'ai commencé à écrire, je voulais être quelqu'un d'autre. J'ai tâché d'être, je ne sais pas, Lugones ou Chesterton. Et puis quand j'étais jeune, je voulais être malheureux. Tous les jeunes veulent être malheureux. Ils veulent être Byron ou Baudelaire ou Raskolnikov, ou quelqu'un dans ce genre-là. Non. Tandis qu'après ça, non. Je ne sais pas si je cherche le bonheur, c'est difficile, mais la sérénité, pourquoi pas. Vous entendez le perroquet qui siffle après ça, hein? C'est ça. Quand ça dit ça va, après ça il siffle. Alors je réponds oui. Aujourd'hui, à 70 ans passés, je crois avoir trouvé mon langage. Aucun changement de mot ne viendra abîmer ni améliorer ce que je dicte, sauf quand il s'agira d'alléger une phrase trop lourde ou d'atténuer de l'emphase. Avec l'âge, j'ai appris à me résigner à être Borges. Je crois que le rapport de Brode et le livre de sable sont ce qu'il faudrait lire de moi. Tout le reste est oubliable, doit être oublié, non? Cependant, c'est le reste qui a fait votre célébrité. Oui, c'est-à-dire que si je n'avais pas écrit le reste, je n'aurais pas eu l'occasion d'écrire le livre de sable, qui est mon meilleur livre, je crois, en commençant par le titre, Un objet impossible, un livre de sable, le livre d'arena, oui, ça va bien. Oui. Ce livre-là est mon seul livre. C'est-à-dire que tous les livres antérieurs sont des brouillons. Et puis à la fin, je suis arrivé à un livre qui est un peu moins un brouillon et un peu plus un livre, non? Mais ce qui est frappant, c'est que votre écriture est de plus en plus épurée, de plus en plus nécessaire. Oui. Et vous y tenez beaucoup. Nécessaire, enfin, je vous remercie pour ce mot-là. Oui, il faut penser qu'elle est nécessaire. Si elle n'est pas nécessaire, elle est superflue, donc inutile, donc vaniteuse, non? Je tâche d'intervenir le moins possible dans mon écriture. Mais tout à coup, je sens que quelque chose va arriver. Alors j'attends. Alors, c'est par exemple une nouvelle, mais on ne me révèle que le commencement et la fin. Il faut que je trouve le reste. Oui. Ce qui se trouve entre le point de départ et le but, non? Vous la voyez toute... Oui, et puis après, par exemple, après, je découvre qu'il faut raconter cela en première personne, en troisième personne, seconde personne, puis il faut que je trouve une date aussi et un endroit du monde pour placer cette histoire-là. Ça dépend un peu de moi. Et parfois, enfin, je fais fausse route, je me trompe, oui.
En marchant dans la rue ou le long des galeries de la Bibliothèque nationale, je sens que quelque chose se prépare à prendre possession de moi. Ce quelque chose peut être un conte ou un poème. Je n'interviens pas et je le laisse faire ce qu'il veut. De loin, je le sens prendre forme. Je vois vaguement sa fin et son début, mais pas le trou noir entre les deux. Ce milieu, dans mon cas, m'est donné graduellement. S'il se trouve qu'il ne m'est pas révélé par les dieux, mon moi conscient doit s'en mêler, et ces bouches-trous inévitables sont, je le soupçonne, mes pages les plus faibles. Il y a une chose frappante, à cette émission, je n'ai invité, sans le faire exprès, que des gens dont le nom commence par B. Il y a Björn Ciotti, François-Marie Bagné, Pierre Bourgeade, vous-même, Christian Bourgois. C'est très borgésien aussi. Ben oui, on est toujours piégé par l'alphabet quand on parle de Borges. J'ai eu la chance d'être probablement un des tout premiers lecteurs de Borges en France parce que mon attention avait été attirée sur la collection que Roger Caillois venait de créer aux éditions Gallimard et qui publie des ouvrages d'auteurs d'Amérique latine. Alors j'ai acheté les livres de cette collection, La Croix du Sud. J'ai acheté donc un livre qui s'appelait Fiction. J'ai lu ce livre avec un enthousiasme et un plaisir, une joie dont je me souviens encore maintenant. Enfin, c'était un de mes grands plaisirs de lecteur dans ma vie. Et surtout, je dis en rien, c'était ces livres qu'on découvre tout à fait par hasard. Tout à coup, on est en face d'une œuvre qui vous semble extrêmement importante. Si vous voulez, je ne mets pas de notes aux écrivains que j'ai lus et que je publie, mais je peux dire que Borges m'accompagne depuis 30 ans, que son œuvre m'accompagne depuis 30 ans et que c'est probablement l'auteur que je préfère, en tout cas que je relis le plus régulièrement. C'est un des créateurs les plus déconcertants, les plus déroutants, qui met le plus l'intelligence en éveil. On est toujours surpris par Borges. On est surpris par les relectures, surtout. Enfin, ce qui m'a toujours intéressé, c'est que finalement, quand on aime Borges, qu'on lit Borges, il finit par y avoir une sorte d'extraordinaire confusion entre ce qu'on a lu, ce dont on se souvient, ce qu'on découvre pour la première fois. Et bon, très banal de le dire, mais c'est vrai que cet univers de la répétition donne une impression tout à fait vertigineuse. Alors moi, ce que j'ai d'abord aimé dans Borges, c'était... je dirais en résumé, mais c'était les labyrinthes, c'est-à-dire les labyrinthes de sa culture, le thème des miroirs, des labyrinthes. Mais petit à petit, ce que j'ai peut-être plus aimé dans Borges, c'est tout ce qu'il y avait de profondément argentin. C'est-à-dire que petit à petit, je ne connais pas du tout l'Argentine, mais j'ai aimé dans Borges le côté historique, policier, les mauvais garçons, les couteaux, l'histoire. En même temps, par exemple, c'est pour moi un des plus grands inventeur d'histoire policière de cette époque. Borges, c'est aussi ça, c'est aussi un grand écrivain de polar. En explorant la maison, il mit la main sur une Bible en anglais. Sur les dernières pages du volume, les Guthrie, tel était leur nom d'origine, avaient laissé par écrit leur histoire. Ils venaient d'Inverness, ils avaient débarqué sur ce continent, sans doute comme péons, au début du XIXe siècle, et s'étaient métissés d'Indiens. La chronique cessait aux alentours de 1870. Ils avaient oublié l'anglais. Quand Espinosa les connut, l'espagnol leur coûtait un effort. Ils n'avaient pas la foi, mais dans leur sang subsistait, comme des traces sombres, le dur fanatisme du calviniste et les superstitions de l'India de la Pampa. Espinosa leur parla de sa trouvaille, mais ils l'écoutèrent à peine. Il feuilleta le volume, et ses doigts l'ouvrirent au début de l'Évangile selon Marc. Pour s'exercer à traduire, et peut-être pour voir s'ils y comprendraient quelque chose, il décida de leur lire ce texte après le dîner. Il s'étonna d'être écouté avec attention, puis dans un silence plein d'intérêt. Peut-être que les lettres d'or sur la couverture du livre lui conféraient plus d'autorité. Ils ont cela dans le sang, pensa-t-il. Il se dit aussi que les hommes, au cours des âges, ont toujours répété deux histoires. Celle d'un navire perdu qui cherche
à travers les flots méditerranéens, une île bien-aimée, et celle d'un Dieu qui se fait crucifier sur le Golgotha. Il se rappelait ses cours de diction rue Rampo Mejia, et il se levait pour lire les paraboles. Les Jutre expédiaient la viande grillée et les sardines pour ne pas retarder la lecture de l'Évangile. Ayant terminé l'Évangile selon Marc, il voulut leur lire l'un des 3 autres. Le père lui demanda de reprendre celui qu'il avait déjà lu, pour bien le comprendre. Et Spinoza se rendit compte qu'ils étaient comme des enfants qui aiment mieux la répétition que la variété ou la nouveauté. Désormais, il n'était plus un étranger pour eux, et tous le traitaient avec déférence. On le choyait presque. Aucun d'eux n'aimait le café, mais pour lui, il y en avait toujours une petite tasse qu'il sucrait abondamment. L'orage avait éclaté un mardi. Le jeudi, dans la nuit, il fut réveillé par un petit coup discret à sa porte que, par précaution, il fermait toujours à clé. Il se leva et ouvrit. C'était la jeune fille. Dans le noir, il ne la voyait pas, mais il s'aperçut, en entendant son pas, qu'elle était pieds nus. Et ensuite, dans le lit, qu'elle était venue toute nue. Et s'étendit près de lui, elle tremblait. C'était la première fois qu'elle connaissait un homme. Quand elle partit, elle ne l'embrassa pas. Spinoza pensa qu'il ne savait même pas son nom. Poussé par une raison intime qu'il ne chercha pas à s'expliquer, il se jura à lui-même que de retour à Buenos Aires, il ne raconterait à personne cette histoire. La journée suivante débuta comme les précédentes. Sauf que le père parla avec Spinoza et lui demanda si le Christ s'était laissé tuer pour sauver tous les hommes. Spinoza, qui était libre penseur, mais qui se vit dans l'obligation de justifier ce qu'il leur avait lu, lui répondit « Oui, pour les sauver tous de l'enfer. » Jutre lui demanda alors « Qu'est-ce que c'est que l'enfer ?»« Un lieu sous terre, où les âmes brûleront sans fin. » « Et ceux qui lui enfoncèrent les clous, ils furent aussi sauvés ?»« Oui, répondit Spinoza, dont la théologie était incertaine. Il avait craint que le métayer n'exigeât des comptes sur ce qui s'était passé la nuit avec sa fille. Après le déjeuner, ils lui demandèrent de relire les derniers chapitres. Spinoza fit une longue sieste. Son rêve léger fut interrompu par des coups de marteau insistants et par de vagues prémonitions. En fin d'après-midi, il se leva et sortit dans le couloir. Il dit, comme s'il pensait tout, « Les eaux baissent. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps, » répéta Jutre, comme en écho. Tous 3 l'avaient suivi. À genoux sur le sol de pierre, ils lui demandèrent sa bénédiction. Puis ils le maudirent, lui crachèrent au visage et le poussèrent jusqu'au fond de la cour. La jeune fille pleurait. Spinoza comprit ce qu'il attendait de l'autre côté de la porte. Quand ils l'ouvrirent, il aperçut le firmament. Un oiseau lança son cri. Il pensa, c'est un chardonneret. La remise à outils n'avait plus de toit. Ils avaient arraché les poutres pour en faire la croix. J'ai remarqué souvent que dans les nouvelles de Borges, c'est des duels. C'est des duels apparents, derrière lesquels il y a des duels cachés. 4 des nouvelles que je préfère de Borges sont des nouvelles de duels. Il y a la fameuse nouvelle des théologiens, c'est-à-dire il y a 2 théologiens qui sont la guerre au point de se renvoyer l'un et l'autre au bûcher, enfin l'un envoie l'autre au bûcher, et puis celui qui a envoyé le premier au bûcher et meurt foudroyé et brûlé vif dans un orage par la foudre,
Donc il meurt de la manière dont il a fait mourir son adversaire. Et lorsque les deux théologiens comparaissent devant Dieu, ils s'aperçoivent que pour Dieu, ils sont une même personne. Cette nouvelle contient un peu toute l'œuvre de Borges qui a écrit à la place des autres et dont l'idée est que l'homme est un être unique et en quelque sorte indivisible. Il est indivisible parce qu'il est infini. Et on ne peut pas diviser l'infini, sinon le diviser à l'infini. On retrouve ça souvent dans ces nouvelles. Une autre nouvelle que j'aime beaucoup, qui n'a pas d'équivalent dans notre langue, c'est la nouvelle des deux femmes qui sont peintres. Ces deux femmes qui peignent encore plus mal l'une que l'autre et qui font une espèce de conflit comme ça dans la peinture. On peut dire à qui fera le plus mauvais tableau, jusqu'au jour où l'une meurt et l'autre, par une espèce de haine, continue à faire de très très mauvais tableaux. Et cette haine, évidemment, c'est l'amour qu'elle portait à cette autre femme. Une autre nouvelle, c'est deux hommes ivres qui un soir se lancent un défi et qui se provoquent en duel. Et ces deux hommes complètement ivres prennent dans des vitrines deux épées et ils font un duel absolument prodigieux parce que ces hommes ne se battent pas pour de bon. C'est les deux épées qui avaient été mises dans la vitrine depuis un siècle qui avaient envie de continuer un combat commencé il y a 100 ans dans les plaines de l'Argentine. Donc ce sont des nouvelles vraiment, je trouve, sans équivalent. Et l'art de Borges n'est pas ainsi de méditer des nouvelles qui ne se situent pas dans le monde des hommes, tout en situant dans le monde de l'humanité, mais c'est même dans le simple assemblage des lettres. On trouve ce duel qu'il met entre des êtres qui dépassent l'homme dans les alliances de mots que fait Borges. Et c'est évident qu'il a eu ainsi une importance sur la langue très grande. Peut-être qu'on pourrait dire un mot de sa vie professionnelle, qui est elle aussi borgésienne. Voilà cet homme génial qui se trouve pendant des années à de toutes petites fonctions. D'abord bibliothécaire, mais très petit bibliothécaire. Dans une bibliothèque de banlieue où il doit se rendre en tramway, il a presque 1 heure de tramway. C'est comme ça qu'il a appris à lire la Divine Comédie. Je dis appris à lire puisqu'il a appris l'italien en lisant la Divine Comédie dans une édition bilingue. C'est là où il a lu des auteurs qu'il n'aurait pas lus, peut-être, s'il n'était pas bibliothécaire, s'il n'avait pas été bibliothécaire comme Claudel. C'est là où il a lu beaucoup, énormément. C'est là aussi où ses camarades de travail lui disent un jour, écoute, on a trouvé un homonyme dans le dictionnaire des auteurs. Il s'appelle Jorge Luis Borges comme toi. Évidemment, c'était lui, mais il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Et puis, il était bibliothécaire et quand Péron est au pouvoir... en 1946. En 1946, alors on le licencie et on lui offre, parce que quand même c'est un écrivain respecté, on lui offre un poste, on ne le laisse pas en la rue, on offre le poste d'inspecteur de volailles au Halles. Alors évidemment, il n'accepte pas. Et des amis lui disent, parce qu'il est dans les besoins, qu'ils peuvent lui proposer de faire des conférences. Alors comme il a toujours bégayé et qu'il est extrêmement timide, il croit qu'il ne peut pas. Et très curieusement, cet homme qui bégaye et qui a une voix très ténue, il parcourt le pays en faisant des conférences, en parlant justement des choses qui l'intéressent. C'est-à-dire, il parle de Mille et une nuits, il parle de Queens, il parle de Dante, il parle de Swedenborg, il parle de... C'est comme ça que je l'ai connu quand j'avais 18 ans. Vous l'avez entendu, conférencier? Oui. Il était venu à Cordoba, oui. Et bon, voilà, je veux dire, il n'a jamais fait de concessions, il lui semblait naturel que tout le monde puisse s'intéresser à Swedenborg. C'est ça. Et puis en 1955, à la chute de Péronne, alors à ce moment-là, il est rétabli dans des fonctions de bibliothécaire, mais à un niveau bien supérieur, puisqu'il est directeur de la Bibliothèque nationale. Directeur de la Bibliothèque nationale. Et là, quand on lui demande quel jour vous êtes devenu aveugle, vous n'avez plus pu lire, il dit 1955. 1955, ça lui plaît de faire coïncider la chute de la dictature péroniste et son nomination à la Bibliothèque nationale.
Et ça s'est cité, mais c'est vrai qu'il était pratiquement aveugle. En tout cas, c'est nouveau, cet extraordinaire poème des dons. Des dons, oui. Et vous savez, cet extraordinaire poème des dons où il dit que Dieu, avec une magnifique ironie, lui a donné à la fois les livres et la nuit. Il parle de Paul Groussac, qui était un Français, qui est un très bon prosateur argentin, enfin espagnol, de langue espagnole. Son prédécesseur à la direction de l'ABL. Son prédécesseur, et qui avait aussi fini aveugle. Et puis, dernièrement, il a découvert qu'un romancier populaire, mais vraiment populaire, qui a écrit un roman clé de l'Amérique latine, parce que un roman historique qui s'appelle Amalia, s'appelait Marbre, avait été directeur de la Bibliothèque nationale et aveugle. Poème des dons. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios. Que personne n'abaisse au niveau du reproche ou des larmes cette affirmation de la maîtrise de Dieu, dont la merveilleuse ironie à la fois me fit don des livres et de la nuit. À cette cité des livres, il assigna pour maître des yeux sans lumière, qui peuvent lire seulement dans les bibliothèques des rêves les déments paragraphes que concèdent les aubes à leur avidité. En vain le jour leur prodigue ces livres infinis, difficiles comme les difficiles manuscrits qui périrent dans Alexandrie. Selon un récit grec, de soif et de faim meurt un roi entre sources et jardins. Moi, je lasse de mes pas sans but l'espace d'une haute et profonde bibliothèque aveugle, atlas et encyclopédies, Orient et Occident, siècles et dynasties, symboles, cosmos et cosmogonie que ne m'offrent ces murs, mais inutilement. Lent dans l'obscur, j'explore la pénombre creuse avec une canne incertaine. Moi qui m'imaginais le paradis sous l'espèce d'une bibliothèque. Quelque chose que je sais que ne désigne pas le mot hasard gouverne ces choses. Un autre déjà reçu en d'autres confuses soirées, les volumes nombreux et la nuit. Errant par les lentes galeries, il m'arrive de sentir, avec une vague horreur sacrée, que je suis l'autre, le mort, qui aura fait les mêmes pas, les mêmes jours. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo Lequel de nous deux plural compose o ce de una sola poème sombra? d'un moi pluriel ¿Qué et d'une importa la seule palabra que me ténèbre? nombra si es indivisible? Qu'importe le nom par y lequel on uno, me nomme, el anatema, si la malédiction est une et Groussac indivise. o Borges? Groussac Miro ou este Borges, querido mundo je que se regarde cet deforma univers aimé y que qui se se apaga dissout et qui en una s'éteint pálida en une ceniza pâle et vaga vague cendre que se semblable parecía au al rêve sueño et à y l'oubli al pareil. olvido. Chez moi, quand j'étais un enfant, tout le monde savait plus ou moins le français. Et après ça, c'est bien dommage, on a passé du français à l'anglais. Mais non pas à l'anglais de Sir Thomas Browne, ou de Chesterton, ou de Milton, mais non, à l'anglais commercial, non. C'est tout à fait différent. Parce que le français, on l'étudiait pour des raisons littéraires. Tandis que l'anglais, on ne l'étudie pas pour lire en anglais, mais pour échanger des lettres avec des gens de New York ou de Hollywood. Mais par contre, vous, l'anglais, vous l'avez utilisé pour lire la littérature anglaise, la très Oui, grande. ah oui, parce que une de mes grand-mères était anglaise. Donc chez nous, on parlait et l'espagnol et l'anglais. Je parlais l'anglais avec ma grand-mère et avec mon père.
Puis avec le reste de ma famille, on parlait l'espagnol naturellement. Puis quand je suis venu en Suisse, en 1914, j'ai appris le français que ma mère savait. Je l'ai appris à Genève. Et là, on m'a enseigné le latin. Puis vers 1916 ou 1917, j'avais lu Carlyle, qui avait l'amour de l'Allemagne. Et je voulais lire Die Welt als wir uns Vorstellung en allemand. Alors je me suis enseigné l'allemand. Tout seul, je l'ai fait d'une façon très agréable. J'ai pris le Buch der Lieder, le lyrisches Intermezzo de Heine. C'est un vocabulaire très simple. On répète toujours les mêmes mots. C'est pas Mond, Nacht, Nachtigall, Liebe, Trauer, Tod. Et un dictionnaire allemand-anglais. Et au bout de 4 mois, je suis arrivé à lire Heine couramment. C'était une langue que j'avais conquise, non? Je n'ai pas de allemand que je sache. Vous avez toujours été cosmopolite, en somme. Oui, j'ai taché de l'être. Je crois que c'est la seule chose qui peut nous sauver. Toute cette histoire de différentes nations, de frontières, tout cela, c'est affreux, ce sont des erreurs. Il faut tâcher d'être un citoyen du monde. Mais il y a 2 pays que je voudrais connaître, je ne l'ai pas encore connu, enfin je les ai connus d'une autre façon. C'est la Chine et l'Inde. Oui. Je voudrais connaître ces pays-là, et pourquoi pas l'Afrique. Je connais les 2 bouts de l'Orient. Je connais l'Égypte, oui, ou l'Andalousie, si vous voulez, c'est aussi. Et puis le Japon, des pays admirables. Le Japon, surtout, est un pays tellement civilisé. Je me suis senti vraiment barbare au Japon. Les gens étaient tellement polis. Et de la Chine, qu'est-ce que vous attendez si vous allez en Chine bientôt, un jour? Je crois que j'attends tout. J'attends y retrouver tout ce que j'ai lu. Oui. Et bien d'autres choses, d'expérience personnelle peut-être. À l'Inde aussi. Enfin, j'ai découvert l'Inde comme tout le monde par Kipling, et puis après, en étudiant la philosophie. Oui. J'ai l'impression qu'on a tout pensé dans l'Inde, mais d'une façon un peu différente. Mais que tout ce que nous pouvons penser a déjà été pensé dans l'Inde, et peut-être en Chine aussi. Mais d'une façon très différente, puisque ce sont des orientaux. J'ai même tâché d'écrire, oui, j'écris des haïkus, des tankas, mais en espagnol, alors la sonorité est toute différente. On entend les syllabes d'une autre façon. Quand j'ai commencé à donner des conférences, il y a, je ne sais pas, mes dates sont vagues, il y a 30 ou 40 ans, j'ai donné des conférences sur le bouddhisme. Oui. Puis après, j'ai employé les notes, j'ai employé les cahiers que j'ai rédigés pour ces conférences pour écrire un livre. Ça s'appelle « Qu'est-ce que c'est que le bouddhisme ?» Non, « Qu'est-ce que le bouddhisme ?» C'est un livre. Et étrangement, on l'a traduit au japonais. Évidemment, ils connaissent le sujet bien mieux que moi, non? Que peux-je savoir du bouddhisme? Et j'ai parlé avec des prêtres, avec des moines bouddhistes. Je parlais avec un, il avait 30 ans, il m'a dit qu'il avait atteint le nirvana 2 fois. C'est beaucoup. Et pour moi, oui, évidemment. Peut-être l'exagérer, non? Oui, et puis je lui ai demandé, et après ça, il m'a dit, après ça, je poursuis ma vie, des plaisirs physiques, des rencontres, des amis, des bruits, des moments de solitude, mais tout cela d'une façon différente. Parce qu'après le nirvana, on sent toutes les choses. Je lui dis, même la douleur physique, oui, il a dit, je la sens. Il devait aller à son dentiste, il la sentait, mais d'une façon différente. Est-ce que vous avez cherché le nirvana? En tout cas, je le cherchais en vain, non? Peut-être qu'il fallait l'attendre plutôt que l'avoir connu. Je ne sais pas si je l'attends. Après ça, si j'attends quelque chose, j'attends la mort avec une certaine impatience. J'ai trop vécu, je crois, non? Mais quand je pense, ma mère, elle avait la peur d'attendre la centaine. Elle est morte, elle avait 19 ans. Elle avait peur d'avoir 100 ans. Je lui dis que le système décimal est une convention, qu'avec un autre système, il aurait 10 ans, et non pas 100 ans, mais quand même, elle avait peur. La marque du génie, c'est de dire des choses extraordinairement simples que personne n'a dites avant lui. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai lu un entretien de Borges sur le fait qu'il était devenu aveugle. Et alors on lui demandait si sa vie d'aveugle était une grande gêne pour lui. Il a dit que non,
Simplement, cette vie l'avait gêné parce que depuis qu'il était aveugle, il avait été contraint de voyager. Parce que comme il s'ennuyait aveugle à Buenos Aires, alors il avait commencé à parcourir le monde depuis qu'il était aveugle. C'est-à-dire qu'il a dit tout à fait le contraire de ce que les gens aveugles disent, qu'ils sont obligés de ne plus bouger, etc. Et après, la seconde question était de savoir quelle différence il y avait entre le monde des aveugles et le monde des voyants. Et il a dit qu'il y avait une très grande différence parce que depuis qu'il était aveugle, il y avait une couleur qu'il ne voyait plus jamais, c'était le noir. Il a dit que depuis qu'il était aveugle, il voyait des formes mouvantes, des formes roses, vert pâle, jaune d'or, etc., bleu ciel, je ne me rappelle plus tout ce qu'il a raconté. Mais que la seule couleur qui avait disparu, c'était le noir, et qu'évidemment, il était affreusement privé de ne plus voir le noir. Alors ça, je trouve que c'est vraiment... Il n'y a qu'un génie qui peut dire ça. Et pour finir, il y a 3 jours, je lisais un gros livre d'apologétique où il y avait toutes les preuves de l'existence de Dieu qui étaient données, etc., avec des syllogismes, des raisonnements. Et tout à fait par hasard, j'ai lu un livre de Borges, je ne sais pas lequel, là, il y a 2 ou 3 jours. Il y avait cette phrase extraordinaire que j'avais lue dans aucun des autres livres que j'avais lus. Je n'ai pas tout lu comme Borges, mais j'ai quand même lu beaucoup de livres. Il y avait « Dieu existe, donc je n'existe pas ». Il n'y avait personne en lui, derrière son visage, qui, même d'après les mauvaises peintures de l'époque, ne ressemble à aucun autre, et derrière ses discours, qui furent nombreux, fantastiques et agités, il n'y avait qu'un peu de froid, un rêve que personne ne rêvait. Au début, il crut que tout le monde était comme lui, mais l'étonnement d'un ami avec qui il essaya de commenter cette vacuité l'avertit de son erreur et lui fit comprendre pour toujours qu'il ne convient pas à l'individu de s'écarter des normes de l'espèce. Une fois, il pensa qu'il trouverait peut-être dans les livres un remède à son mal, et il apprit de cette manière ce peu de latin, et cet encore moins de grec que devait mentionner un contemporain. Il considéra ensuite que la pratique d'un rite élémentaire de l'humanité pouvait bien être ce qu'il cherchait, et il se laissa initier par Anataoué au cours d'une longue sieste de juin. À 21 ans, il se rendit à Londres. Instinctivement, il s'était déjà entraîné à simuler qu'il était quelqu'un, afin qu'on ne découvrît pas sa condition d'être personne. À Londres, il identifia la profession à quoi il était destiné, celle de l'acteur, lequel, sur une scène, joue à être un autre, devant une réunion de gens qui jouent à le prendre pour cet autre. Le métier d'histrion lui apprit un bonheur singulier, peut-être le premier qu'il connut. Mais le dernier vers déclamé et le dernier mort retiré de la scène, la saveur odieuse de l'irréalité l'envahissait de nouveau. Il cessait d'être Férex ou Tamerlan et redevenait personne. Aux abois, il eut l'idée d'imaginer d'autres héros et d'autres fables tragiques. De cette manière, pendant que son corps s'acquittait de son destin de corps dans les bordels et les cabarets de Londres, l'âme qui l'habitait était César, qui néglige l'avertissement de l'augure, et Juliette, qui déteste l'alouette, et Macbeth, qui parle sur la lande avec les sorcières qui sont aussi les parques. Personne ne fut autant d'homme que cet homme, qui, à la ressemblance de l'Égyptien Proté, put épuiser toutes les apparences de l'être. Parfois, il laissait dans le recoin d'une œuvre quelques confessions assurées qu'on ne la déchiffrerait pas. Richard affirme ainsi qu'en un seul personnage, il joua le rôle de beaucoup, et Iago dit étrangement « Je ne suis pas ce que je suis ». L'identité fondamentale d'exister, de rêver et de représenter lui inspira des passages fameux. Il persista 20 ans dans cette hallucination dirigée. Mais il fut saisi un matin par la nausée et l'horreur d'être tant de rois qui meurent par l'épée et tant de malheureux amants qui se réunissent, se séparent et agonisent mélodieusement. Ce même jour, il décida de vendre son théâtre. Il retourna dans la semaine à son village natal, où il retrouva les arbres et la rivière de son enfance, et il ne les rattacha pas à ces autres que sa muse avait célébrés, et que rendaient illustres des allusions mythologiques et des vocables latins. Il fallait qu'il fût quelqu'un. Il fut un impresario en retraite,
qui avait fait fortune et qui était passionné par les prêts, les procès et la petite usure. En ses dispositions, il dicta le testament aride que nous connaissons et qui écarte délibérément tout trait pathétique ou littéraire. Des amis de Londres avaient coutume de visiter sa retraite. Il reprenait pour eux le rôle de poète. L'histoire ajoute que, avant ou après sa mort, il se sut en face de Dieu et lui dit « Moi qui ai été tellement d'hommes en vain, je désire en être un seul qui soit moi. » D'un tourbillon, la voix de Dieu lui répondit « Moi non plus, je ne suis pas. J'ai rêvé le monde comme tu as rêvé ton œuvre, William Shakespeare. Et parmi les apparences de mon rêve, il y a toi, qui, comme moi, est multiple, et comme moi, personne. » Macbeth. Nos actes poursuivent leur chemin, qui ne connaît pas de terme. J'ai tué mon roi pour que Shakespeare ourdit sa tragédie. Vous avez dit « Je suis un Européen né en exil ». Vous avez le sentiment d'appartenir à l'Europe, d'être de culture européenne? Mais quelle autre culture possible y a-t-il? Évidemment, je ne suis pas un Indien de Pampas, et pas un Indien Guarani, quoique j'ai une goutte de sang Guarani, on me le dit, non? Non, évidemment, je crois que toute l'Amérique, nous sommes des Européens en exil. Oui. Et la preuve, c'est que, enfin, chez nous, on parle espagnol, au Brésil, le portugais. Dans l'Amérique du Nord, on peut parler, au Canada, le français, l'anglais plus ou moins déformé aux États-Unis, mais c'est de l'anglais encore. Ce ne sont pas des langues indigènes, heureusement. J'ai étudié un peu le guarani. C'est une langue très pauvre, il n'y a pas de mots abstraits. Ah oui. C'est-à-dire, c'est une langue toute simple, toute physique. Mm-hmm. Vous voyez qu'il ne peut pas y avoir de littérature guarani? Heureusement. Non, heureusement, je ne sais pas pourquoi étudier le guarani, puisque c'est une clé qui n'ouvre aucune porte. Par exemple, pour dire une jolie fille, on dit Kunyatai Pora. Bonsoir, Pujare Pora. Fleuve des oiseaux, Uruguay. La cataracte de l'Iguassou, Iguassou, Grand Eau. Ce n'est pas trop beau comme ça, non? Vous préférez les vieilles langues du vieux continent? Oui, j'ai étudié l'anglo-saxon, c'est-à-dire l'ancien anglais. C'est une langue, elle est bien plus sonore que l'anglais actuel. Par exemple, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Cela donne en ancien anglais. Federure, tu de arton heovenum, si din nama i halgot, tobe come din riche, yora din willan, on eortha, son heonum. C'est sonore, non? Oui, bien plus sonore, oui. C'est encore une langue que voyelle, tandis qu'en anglais, il n'y a que des consonnes, non? À présent. La musique des langues et la musique de la prose est très importante pour vous? Je crois que quand j'étais jeune, je crois que la métaphore, c'était l'essentiel. À présent, je crois que ce qui est essentiel, c'est le rythme, la voix, oui. Même dans ce que l'on écrit. Je crois que c'est ça qui est important. C'est pour ça que les traductions littérales des poèmes ne donnent rien. Oui. Parce qu'on ne traduit pas la cadence, mais le sens. Et le sens n'est pas très important. Vous avez une très belle métaphore, là. Vous dites la poésie doit nous toucher physiquement comme le voisinage de la mer. Je dis ça. Vous avez écrit bien, ça. C'est tant mieux pour moi. J'avais oublié celle-là, oui. Oui, mais c'est vrai. Hein. Oui, si elle ne touche pas physiquement, elle n'existe pas. Non? Donc la poésie intellectuelle, c'est un peu fort. Oui, elle peut être intellectuelle, mais il faut qu'elle produise cet effet magique ou physique, immédiat. Une des choses qu'il aime le plus au monde, c'est Verlaine. Oui, il le dit. Il dit que Verlaine, c'est la poésie, n'est-ce pas? Qu'on dit parfois que c'est un poète mineur, et il dit il faut se rappeler que mineur n'est pas une catégorie, mais c'est un genre littéraire. C'est-à-dire que Hugo, évidemment, il parle de Dieu, il est du cosmos, alors nous semble un poète majeur.
mais Verlaine est la poésie. Alors vous savez ce que dit Nabokov, l'histoire d'un écrivain, c'est l'histoire de son style. Comment résumeriez-vous l'histoire du style de Borges? L'histoire du style de Borges, c'est... Hector Bionciotti, écrivain. Bon, d'abord, il y a des constantes dans le style de Borges. Par exemple, l'adjectif décalé. Personne ne le vit débarquer dans la nuit unanime. C'est décalé, non? Ou par exemple, quand il dit le brusque poignard ou l'intime couteau dans la gorge. Oui. Bon, il y a le décalage de l'adjectif. Par exemple, dire les distances sont généreuses, c'est très beau, mais c'est un décalage, non? C'est appliquer un épithète moral à un fait physique. Tout à fait, il y a un verbe qu'il aime beaucoup aussi dans le genre décalage, c'est le verbe fatiguer. Il parle de fatiguer des escaliers, fatiguer Fatiguer des les rues. fatiguer des rues, Oui, fatiguer des livres. Oui, oui. Et à chaque fois, ça fait mouche. Oui, oui, oui. Utiliser comme transitif un verbe qui ne l'est pas. C'est ça. Et puis, il y a une autre chose beaucoup plus profonde de son style, une caractéristique beaucoup plus profonde, ce qui touche à son mépris du roman et au fait de privilégier la nouvelle, les formes laconiques, c'est qu'il ne fait pas de transition entre une phrase et une autre. Il juxtapose deux phrases, ou trois, ou quatre, qui sont des idées différentes. Il juxtapose. Et ça donne une rapidité. Et ça donne une rapidité, une densité, une consistance, une fermeté aussi assez extraordinaire. C'est quelqu'un qui a quelque chose, on pense qu'il y a quelque chose, une certaine urgence à dire des choses. À propos d'urgence, je me souviens de ces couloirs urgents. Alors ça, ce sont les constantes. Et ce qui a changé? C'est ce qui a changé, je crois que dernièrement, tout est beaucoup plus simple. Je crois qu'on reconnaît les tons, mais les choses sont devenues plus simples. Peut-être parce que, comme il dit, qu'il reprend toujours les mêmes sujets, les mêmes thèmes, c'est comme, pas comme s'il écrivait un conte, mais comme s'il racontait un conte qu'il a déjà écrit. Donc il le simplifie. Et cette simplification, elle n'est pas seulement stylistique. Vous aimez citer un poème de son dernier recueil, un poème qui s'appelle Les Justes. Oui, c'est beaucoup plus simple et en plus, je crois que là, il a atteint vraiment ce qu'il voudrait que fût sa vie, à une sorte de sagesse. Celui qui cultive son jardin, comme voulait Voltaire. Celui qui rend grâce parce qu'il y a la musique. Celui qui découvre avec plaisir une étymologie. Deux employés dans un faubourg du Sud, jouant une modeste partie d'échecs. Le céramiste qui prémédite une couleur et une forme. Le typographe qui compose avec soin cette page qui peut-être lui déplaît. Une femme et un homme qui lisent les derniers tercets d'un certain chant. Celui qui caresse une bête endormie. Celui qui justifie ou essaie de justifier le mal qu'on lui fait. Celui qui rend grâce parce qu'il y a Stevenson. Celui qui préfère que les autres aient raison. Ces gens qui s'ignorent sont en train de sauver le monde. Son idée fondamentale, philosophique et morale, c'est que tout se tient dans le monde, qu'un verre de lait qu'on donne à quelqu'un ou que l'on boit est aussi important que de gagner une bataille, d'être un héros ou même que d'être un criminel. C'est une vieille idée de lui. Dans 3 versions de Judas, l'une des versions est celle d'imaginer que Jésus s'est incarné, mais que Jésus, pour sauver l'humanité, a choisi le destin le plus infâme. Il aurait pu être Alexandre, il aurait pu être Rioric, il aurait pu être Jésus. Il choisit d'être Judas.
À quoi Borges croit-il au fond, sinon à la beauté, à la poésie, à l'esthétique? À la laideur. Oui. Parce qu'il écrit sur les religions et puis il dit qu'il n'y croit pas. Il écrit sur le bouddhisme et puis il dit que ça n'a aucune importance d'y croire ou de ne pas y croire. On lui dit vous êtes gnostique, il répond peut-être, tiens j'aurais cru que j'étais agnostique. Enfin, il joue beaucoup avec ça et vous disiez tout à l'heure que la vérité pour lui n'a pas beaucoup d'importance. On a dit qu'il était un imposteur, il l'a dit lui-même, mais non je suis un imposteur. Mais je crois que c'est vrai qu'il est un peu au-delà de lui-même. Je crois que cette anecdote que raconte Garcia Marquez le définit en un mot, parce que ce n'est qu'un mot. On le rencontre, on le croise dans une ville et on lui dit « Mais vous êtes Borges ?» Et il dit parfois. Certains de vos textes sont directement transcrits de vos rêves. Vous ne changez rien. Je tâche de changer le moins possible. Hein. Oui. Par exemple, j'ai eu un rêve très enchevêtré. Il ne me reste qu'une phrase. Et cette phrase, c'était « Je vous vends la mémoire de Shakespeare. » Tout le reste est perdu. Alors je pensais que vendre, non, c'est trop commercial pour moi. Alors je vous donne. Puis j'écris un conte qui s'appelle « La Memoria de Shakespeare », basé sur cette phrase-là. Alors je pense que quelqu'un qui hérite d'une façon magique ou mystérieuse la mémoire personnelle de Shakespeare quelques jours avant la mort de Shakespeare. Si vous voulez, il y a ce texte extraordinaire qui s'appelle Louis Ménard, auteur de Don Quichotte, et où Ménard réécrit le Quichotte mot à mot, et Borges me donne l'impression d'avoir écrit toute la littérature occidentale qui m'intéresse mot à mot en écrivant un autre livre. Et comme moi je me sens très lié à un écrivain comme Stevenson, qui semble très loin de Borges, mais qui, comme vous le savez, est un des écrivains préférés de Borges, il y a une relecture de toute la littérature européenne que nous aimons à travers Borges qui à la fois donne le tournis, mais rend plus intelligent. Ses références sont assez limitées. Il nous parle toujours des mêmes écrivains, d'un petit nombre d'œuvres, et on a l'impression, grâce à lui, d'avoir des clés pour entrer dans toutes les œuvres et toutes les bibliothèques possibles. Alors là, c'est là où je crois qu'il est tout à fait unique. Peut-être il n'est pas le plus grand écrivain du XXe siècle, mais si les générations futures s'intéressent encore aux livres, et si on veut savoir ce qu'a été la littérature au XXe siècle, Borges le renseignera beaucoup mieux que Proust. Borges a fait une littérature apparemment gratuite, qui ne raconte que l'expérience de la littérature, laquelle raconte évidemment l'expérience de la vie. Donc c'est comme une littérature au carré qu'il fait. Et je crois que cette sorte de littérature est un phénomène qui correspond au XXe siècle, au siècle de littérature comparée. Mais ce qui me semble grand en lui, c'est la vision. C'est qu'il a donné une vision possible de l'univers. Et ça, ce n'est pas peu de choses. C'est-à-dire qu'on peut dire borgesien, et aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent. C'est-à-dire, il y a une notion de jeu, il y a une notion de miroir, il y a une notion de fausseté, de vérité cachée. Et borgesien, d'une façon secrète mais suffisante, veut dire beaucoup de choses. Ce qui est assez prodigieux, c'est que Borges est dépassé par son œuvre. Je veux dire que plus rien n'est comme avant après Borges dans la littérature, mais dans la réalité aussi. Il arrive qu'on vive des situations dont on se dise « c'est borgesien, je suis dans une situation borgesienne, ce personnage est borgesien ». Oui, il a comme très peu d'écrivains, comme les grands écrivains. Donc je pense, pour la grandeur, chez lui, le pouvoir de modifier la réalité. Une vie, une œuvre, Jorge Luis Borges. Avec Hector Bonciotti, écrivain, Christian Bourgois, éditeur, Pierre Bourjade, écrivain, François-Marie Bagnier, écrivain, et le concours amical de Jacques Taroni. Texte lu par Marcel Cuvelier, Elga Krolewski, Sylvie Mignonneau.
Enregistrement et mixage, Josette Étier, Noélie Louis-Marie, Marie-Cécile Mazzoni, Patrick Marguerite, Pierre Mine.